quelque temps, j'explore des modèles de gestion plus contemporains parce que je veux comprendre pourquoi les dirigeants veulent transformer leur entreprise. Le prochain modèle que je te présente, c'est le modèle de gestion holacratique. C'est un modèle qui est souvent formalisé par une certification qui a été développée par Brian Robertson en 2001 aux États-Unis. C'est un mode de gouvernance qui permet aux organisations de fonctionner sans structure de pouvoir centralisée. Les modes de prise de décision et de répartition des responsabilités sont communs à tous. Bref, c'est une entreprise sans patron qui est organisée autour de la tâche et non des personnes. Ces nouveaux modèles sont organisés aussi davantage sur l'humain que sur la performance, parce que la performance est analysée comme un résultat et non un objectif. Le modèle holacratique est un modèle qui est très critiqué pour sa rigidité. D'ailleurs, la certification développée par Robertson est considérée comme très lourde ou encore très rigide, soit par rapport à l'organisation des rôles et responsabilités, du type de réunion ou encore du processus de prise de décision. En effet, elle serait le reflet de son propre style de gestion qui est considéré comme très structuré et rigide. Sans plus tarder, voici mon entrevue avec Éric Desbiens de chez Conformit, qui est en pleine transformation vers un modèle de gestion holacratique, mais qui lui a renommé comme Agilité 360. Conformit, entreprise de fabrication logicielle au niveau de la santé et sécurité au travail. Vous êtes à combien d'employés déjà? Vous êtes rendu à On est combien d'employés? rendu aujourd'hui 43 employés. 43 On employés, devrait être 50 d'ici les prochaines semaines. situés ici à Chicoutimi, au Ouais, siège la majorité social. de 50% sont ici à Chicoutimi, l'autre 50% est un peu dilué Montréal, Québec, en Virginie aux États-Unis. Puis là, présentement, on a quelqu'un en Nouvelle-Calédonie qui est là, OK. parce qu'on est en train de déployer notre plateforme chez des clients dans les mines en Nouvelle-Calédonie. OK, donc des gros projets. Des gros projets, des très gros projets. Maxime Wallet, chef innovation et développement produit chez Conformit. Depuis presque 10 ans maintenant, j'ai vraiment comme participé à cette transformation-là. Mais à ce moment-là, on ne savait pas ce qu'on voulait faire. Je suis dans le marketing digital, je suis responsable de la marque employeur. Donc en gros, je suis leader de la cohorte Happy Talents et je m'occupe de tout le bonheur des collaborateurs au sein de l'entreprise. Je viens d'arriver de France, donc ça fait 3 mois. Je lisais, tu as racheté l'entreprise en 2016. Oui, 1er septembre 2016. Tu étais à Munich Oui, j'étais à Munich jusqu'en 2015. jusqu'en 2015. Un retour en région ici à Chicoutimi avec la famille. Je pensais jamais revenir à Chicoutimi. C'était même pas dans les plans. Jamais me le pensé. J'avais quitté, j'avais moins de 20 ans. Ça m'a pris un an avant de me réhabituer. D'être habitué de travailler aux États-Unis ou en Scandinavie ou en Allemagne. Chicoutimi, c'est pas le même jet set, disons. Même s'il y a la nature. Mais la qualité de vie, par contre. La qualité de vie, je comparais à Munich. Ouais, c'est assez extraordinaire comme qualité de vie. Donc là, tu as racheté l'entreprise. Ouais. Bon, c'est une entreprise qu'on appelle avec un modèle holacratique. J'aimerais savoir, ça part d'où? Pourquoi tu as décidé d'intégrer ce modèle-là ici? Ça part d'où et pourquoi? Ça faisait... Moi, je suis un entrepreneur à répétition, puis j'ai eu plusieurs entreprises en technologie ou dans le domaine de restauration, même dans la boulangerie. Depuis plusieurs années, je réfléchissais au modèle d'affaires, au modèle de gestion. Puis lorsque je suis allé en Allemagne, on a vendu notre entreprise à Accenture, la plus grosse boîte consultant au monde. Et Accenture a quand même un modèle très, même si c'est pas de l'holacratie, c'est quand même très agile comme modèle. Donc, tu es assez libre dans ton environnement de faire un peu tes livrables, de gérer ton temps, tant que tu es facturable. Puis, je réfléchissais à mon modèle, donc je pensais me relancer en affaires de zéro. Puis est arrivée l'occasion de racheter Conformit. Et tiens, j'ai dit, on va faire tout ce que je réfléchissais, mes lectures depuis des années, sur l'agilité d'entreprise, le lean, l'holacratie. C'est là que j'ai décidé, en rachetant, on va la transformer en holacratie. Donc, je me suis fait un plan. Puis c'était quand même une entreprise qui existait depuis 86, des employés qui étaient... Il y avait plusieurs employés, ça faisait 30 ans qui étaient ici. C'est une entreprise, une PME très traditionnelle, très hiérarchique. Le président décidait même des achats de crayons. Okay. Puis moi, je déteste le micromanagement. Donc,
Me relancer en affaires et dans le rachat, c'était hors de question que j'allais recommencer en mode pyramidal. Okay. Donc, ça je suis allergique. C'est toi qui a décidé d'intégrer ce modèle-là. C'est vraiment ancré dans moi-même. Moi, j'ai plus une approche maintenant de coach, puis de laisser la liberté aux gens de s'autogérer. Okay. Donc, c'était vraiment au départ, quand j'ai présenté les balbutiements de l'holacratie, je n'ai pas appelé ça l'holacratie, j'ai appelé ça l'agilité, on va devenir plus agile. J'ai eu plusieurs réactions. Pourquoi il fait ça? Il veut nous contrôler. Il y avait un peu de doute sur les raisons du nouveau modèle d'affaires que j'ai présenté. Je crois que c'était à l'hiver 2017. Okay. Donc, ça ne s'est pas fait tout de suite. J'aimerais juste avant, parce que j'ai accroché sur votre mission, sauver des vies, hein, rien de moins, parce que c'est quand même c'est assez parlant là, comme mission. Hein. C'est saisissant, je te dirais, mais ça m'a saisi quand j'ai lu cette mission-là. Est-ce que c'était une mission qui était existante? Oui, vous l'avez. OK. Vous avez gardé la même mission? Oui, on a gardé le logo, mais la mission, moi, pourquoi j'ai racheté l'entreprise, c'est dû aussi à la mission. La chance de développer une technologie qui a un impact sur l'humain, sur la société et sur l'environnement, c'est très rare. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de joindre l'entreprise en 2016. J'ai joint un peu avant pour apprendre dans l'entreprise avant d'effectuer le rachat. Parce qu'on ne veut pas effectuer un achat d'entreprise avant de la connaître. Mais, disons, je tombe en amour avec la mission. OK. Donc, c'était l'élément déclencheur. Il y a une certification du modèle holacratique. Oui. Est-ce que c'est le modèle est-ce que vous l'avez intégré au complet ou en partie? En partie. C'est parce que, tu sais, chaque entreprise a sa propre culture. Donc, il faut arriver à s'adapter à la culture présente, parce qu'on n'est pas parti de zéro ici. Donc, il y avait des employés depuis fort longtemps. Plus, on a une culture régionale. Dans la région, il y a une culture différente, ici à Saguenay, à Montréal, ou à Munich. Donc, il a fallu... Moi, ce que j'ai pris, j'ai étudié le modèle de l'holacratie. Puis c'est là que je me suis dit, j'ai adapté ce modèle-là. Enfin, je dirais, je suis à peu près à 80% là, sur le modèle de l'holacratie, avec notre saveur très conforme. Okay. Donc, c'est pour ça que nous, on appelle ça l'agilité 360. C'est l'agilité d'entreprise, mais dans tous les sens. On s'est trouvé un nom qui pouvait nous rassembler. On s'est même fait un logo. On fait des conférences autour de l'agilité 360. Mais je dirais que c'est à peu près un 80% de l'holacratie. Et puis, tu disais tout à l'heure, je n'ai pas appelé ça comme ça tout de suite. Est-ce que tu l'as intégré en le confirmant, en le présentant, ou ça s'est fait par la force des choses? Tu as commencé à intégrer des façons de faire, puis par la suite, exprimer que tu t'en allais vers ce modèle-là. Comment ça s'est passé? J'ai présenté l'agilité, pourquoi qu'on devrait devenir plus agile. Okay? Parce que l'environnement mondial, nous, on a des visées mondiales, on est d'une vingtaine de pays déjà au niveau d'installation du logiciel. Donc, on s'est dit qu'il faut vraiment être très, très, proactif sur l'environnement commercial. J'ai plus eu une approche du côté commercial, le pourquoi sans expliquer que c'était l'holacratie au bout de la ligne, mais j'avais un plan de 4 ans. Bon, ça fait 3 ans. Donc, on n'a pas terminé la transformation. Non, parce que tu ne peux pas implanter un modèle d'affaires comme ça en quelques mois. Ça demande beaucoup de gestion de changement, beaucoup d'adaptation, de compréhension des gens, du modèle, où est-ce qu'on s'en va, etc. Donc, le défi, c'est l'humain, parce qu'un modèle d'affaires, c'est basé sur l'humain. On ne peut pas demander aux humains, on ne peut pas leur ordonner, il faut leur démontrer, il faut les amener dans le changement. Donc, j'ai appelé ça l'holacratie, ça doit faire un an. Est-ce qu'il y a eu des consultants qui t'ont aidé, ou c'est vraiment toi qui... Non, j'en ai pas trouvé. Non, j'en ai pas trouvé. Non. Okay. Donc, je suis un ancien consultant, donc j'ai fait moi-même. Okay. Je me suis fait un plan de changement. Puis, donc, les seuls consultants que j'ai vus étaient en Californie. J'ai parlé à certains entrepreneurs en Europe, plus sur l'entreprise libérée en France, qui était un modèle que je trouvais moins adapté à la réalité là, du Québec. Au Québec, on est un peu entre les Américains et les Français, un peu entre les Américains et la France. Donc, je trouvais que le modèle de l'holacratie plus américaine correspondait plus à notre culture. Donc,
Donc, mais je n'ai pas trouvé de consultant. J'ai participé à des tables, j'ai comme une table ronde, une table d'échange entre des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs de la Californie qui implantent le modèle d'holacratie. Puis on est 8 autour de la table, on s'échange c'est à tous les 2 mois, un peu nos défis. Puis on partage nos erreurs, parce que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Moi, j'en ai fait des erreurs. Il y a un aspect que j'avais pas traité au départ, puis on m'avait dit, Éric, tu vas faire une erreur si tu le fais pas dès maintenant. Ah, j'ai dit, je vais l'essayer pareil, et je me suis planté. C'est quoi? C'était quand j'ai implanté, j'ai dit, maintenant, vous allez tout définir vous-même les rôles. Et les rôles doivent être très bien définis avec une mission, les rôles des gens, avec une mission, des pouvoirs et des devoirs. Je ne suis pas rentré là-dedans tout de suite, j'aurais dû le faire dès le départ. Ça a été un peu chaotique, un chaos assez extraordinaire les premiers mois. Donc, il a fallu ramener un peu les rôles, réexpliquer les rôles de chacun. C'est quoi tes pouvoirs? Maintenant, tu peux gérer des budgets, tu es libre, tu es auto-géré. Mais quand les humains ont besoin de se rattacher à des choses. Puis, lorsqu'on n'a pas décrit assez bien les rôles, ils ne pouvaient plus se rattacher un peu. C'est quoi mon impact dans l'entreprise maintenant? OK. Mais justement, j'aimerais comprendre un peu le modèle, là, qu'est-ce qui a été intégré, là, puis quels ont été les changements. Tu parles de rôle et responsabilité. Le modèle holacratique, on n'est plus sur la fonction, mais sur la tâche. Comment ça s'est transformé ici concrètement? Bien, nous, la première chose, on a aboli la hiérarchie. Okay? Donc, on est des coachs, on n'est pas des superviseurs, on n'est pas des directeurs. Bon. Face au marché, sur nos cartes d'affaires, bon, on va être vice-président, président, etc. Mais dans l'organisation, on a organisé ça par équipe de travail autonome. Donc, il y a des cohortes qui gèrent des grands sujets, des sujets stratégiques d'entreprise. Et ensuite, des squads, des équipes autonomes de travail. Et chacun a son rôle qui est défini. Donc, il y a des tâches définies, il y a des pouvoirs qui sont définis, puis il y a des dépendances entre les rôles. Donc, de créer ça, même encore, c'est pas encore parfait aujourd'hui. On n'a pas encore la maturité. Parce que le système s'ajuste de lui-même. Là. Il faut vraiment se faire des réunions pour ajuster les rôles, déterminer les frontières entre les rôles de chacun. Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a encore un peu de négociation à travers les non, à chaque jour. Ouais, à chaque jour. Les rôles changent également. On s'aperçoit, nous, ce rôle-là n'est pas efficace. Puis maintenant, on est tombé aussi on a fait de l'erreur, puis on m'avait dit qu'on allait faire l'erreur. Dans les squads, c'était rendu, on prenait plus de décisions, on était tout le temps en mode coopératif, puis on était tout le temps en mode faut être 100% d'accord avec les décisions. Donc, mais là, on a ramené que vraiment un rôle est décisionnel. On peut s'entourer d'une équipe de travail pour l'aider, mais il faut que quelqu'un tranche. Le modèle holacratique dit que les prises de décision sont faites par consensus et non par consentement. Consentement. Et non par consensus. On était tombé dans le consensus. Ouais, c'est ça. Comment la transition s'est faite? Parce que c'est pas naturel. Hein? Ben, c'est ça, parce que le consensus, souvent dans le squad, dans l'équipe de travail autonome, on cherchait toujours à avoir le consensus, mais finalement, on ne prenait jamais de décision. Mm-hmm. Tu ne peux pas arriver à un consensus. C'est impossible. Il faut tout le temps faire un peu de négociation. Mais maintenant, disons que celui qui a le rôle est vraiment décisionnel. Okay. C'est lui qui tranche. Okay. Ouais, il faut que quelqu'un tranche. Il devient comme un peu le président de son projet. C'est lui qui va trancher pour ce projet-là. Mais ce qui pourrait être à la fois dans un autre projet, mais lui, il a un rôle en plein ça. La première décision que tu prends, tu aurais bien envie que quelqu'un la prenne à ta place. Fait qu'il y a une grosse partie qui appartient à la personne de dire, il faut que je le fasse, il faut que je me prête au jeu et il n'y a pas de risque à prendre une décision. Et en fait, le pire qui peut arriver, c'est que je me trompe et que j'apprenne pas de cette erreur-là. Parce qu'une personne peut avoir plusieurs rôles. Ouais. Donc, peut avoir un rôle de leader, exemple, du Culture Club. Il y en a un programmeur ici qui gère le Culture Club, donc tous les événements d'employés, le party de Noël, les 5 à 7, etc. Elle a son budget annuel. Fait qu'elle est un peu la présidente de son squad, de son équipe de travail. Elle a des gens qui participent avec elle, mais c'est elle qui tranche. Tandis que sur d'autres rôles, elle va participer, exemple, au développement du site web, développement du logiciel, elle va avoir un rôle plus de développeur ou de designer. Donc, c'est pas facile aux gens de comprendre, parce qu'ils ont plusieurs chapeaux. Tu as un chapeau décisionnel, des fois tu as un chapeau participatif. Donc, c'est un peu ça dans notre modèle qui est pour les nouveaux...
ceux qui nous joignent ont beaucoup de misère à saisir. Oui, bien, c'était ma question. Est-ce que c'est plus facile pour une personne qui arrive que pour une personne qui était déjà là, ou le modèle est peut-être plus doit être compris anyway, que tu sois un ancien ou un nouvel employé? Moi, c'est totalement une nouveauté parce que j'ai commencé mon expérience professionnelle à Paris, donc pas du tout le même cadre en fait de travail. Et, pour moi, c'est vraiment un nouveau modèle. En fait, j'aime bien le fait d'être autonome sur nos tâches. Il y a vraiment un environnement de confiance qui s'installe en fait. Ça, je l'avais jamais ressenti dans mes précédents emplois. C'est vrai qu'en arrivant ici, c'est un petit peu de stress parce qu'on se demande en fait comment ça se passe au niveau des décisions. Il faut se lancer. Si ça marche pas, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment d'échec en fait. Ce qui est difficile, c'est au niveau peut-être recrutement. Ou est-ce que là, tu es habitué de recruter des gens et là, comment on fait pour s'assurer que des gens vont être confortables dans un modèle en une transformation l'humain? Même si tu dis, cette personne-là, je pense qu'elle pourrait bien fitter dans notre culture ou dans notre modèle, mais après ça, tu l'encadres comment, à quel point? Les nouveaux qui arrivent, disons, d'une entreprise plus traditionnelle, c'est très difficile. Ouais. Puis, ça demande énormément d'autonomie. Quelqu'un, ce matin encore, j'avais une réunion avec l'équipe de développement, puis j'expliquais, si tu n'es pas autonome, si tu n'arrives pas à devenir vraiment autonome et à t'auto-gérer jusqu'au formit, tu vas quitter. Parce qu'ici, on n'encadre pas. On coach et on ne dit pas quoi faire aux gens. On engage les gens pour nous dire quoi faire et non pas on leur dit quoi faire à chaque jour. Donc ça, c'est une nuance. Ça demande, ceux qui ont besoin d'un encadrement, ils ne peuvent pas s'adapter à notre culture. Est-ce que c'est allé jusqu'à perdre des employés oui, qui étaient on a perdu plusieurs qui n'étaient pas capables de s'adapter ou est-ce qu'ils avaient besoin de se faire dire quoi faire chaque fois. C'est correct, mais c'est pas notre environnement. Bien, le modèle est critiqué justement parce qu'il dit, puis j'aimerais ça savoir si ça a été le cas ici, le modèle dit que souvent les gens qui ont plus de difficultés à prendre des décisions ou à assumer leurs décisions, c'est ceux qu'on va perdre le plus, puis les gens qui vont perdurer dans ce type de modèle-là, c'est justement les gens qui sont beaucoup plus autonomes. Fait que c'est un modèle qui est critiqué parce qu'il y a comme une sélection naturelle qui se fait. Est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé ici aussi? Effectivement. Ouais. C'était un peu un modèle, mes enfants étaient à l'école allemande, à l'école internationale. Ouais. C'est plus un modèle d'école où est-ce qu'ils sont très autonomes, autogérés, puis ils appelaient ça des risk takers, donc de prendre des risques. Donc ici, pour l'autonomie, il faut que tu arrives à prendre des risques et à te tromper. Puis qu'est-ce que tu apprends? Parce que tu apprends plus dans l'erreur que dans le succès. Donc j'ai fait des erreurs, donc comment que je me remets en question et comment j'avance. Ça demande énormément d'autonomie, ça demande énormément de gérer ton ego. Parce que de se tromper, puis d'accepter de faire des erreurs, puis d'en apprendre, faut mettre notre ego de côté. Ça demande beaucoup d'autonomie. Puis, toi, comme président, comme dirigeant d'entreprise, ton rôle à toi, c'est quoi exactement? Est-ce que tu prends parfois ton chapeau de président? Si oui, à quelle occasion? Ou non? Tu sais, tout à l'heure, tu me disais, je suis devenu un coach, plus un coach qu'un patron. Est-ce que les gens ont quand même des attentes à ton égard? Ben oui, parce qu'il reste que quand même les gens disent c'est l'entrepreneur, c'est le président, c'est lui qui décide, c'est lui qui tranche. C'est sûr, je vais appeler à trancher certaines décisions, mais j'ai des rôles pour trancher. Souvent, je me détache de certaines décisions, je les laisse aux gens qui doivent les prendre. Et moi, j'ai un rôle. J'ai des rôles dans les équipes, dans des squads, puis j'ai des rôles où est-ce que c'est moi qui prends la décision. Mais je prends pas les décisions comme un président standard qui va trancher sur tout. Moi, je suis là pour établir la vision, c'est mon rôle. Présentement, j'occupe également le rôle de leader de l'équipe de développement. C'est pas un rôle que j'avais avant, que j'ai pris parce qu'il manquait quelqu'un. Donc, c'est pas un rôle où est-ce que vraiment j'ai un rôle défini comme un autre président ou un CEO d'une autre entreprise. C'est que j'occupe plusieurs rôles. Puis même dans des équipes de travail autonome, des fois, c'est pas moi qui va trancher, je fais seulement participer. Donc, ça demande aussi au président ou à l'entrepreneur de laisser aller son ego, puis de laisser aller aussi des pouvoirs. Laisser aller le pouvoir pour un entrepreneur, c'est pas facile. Parce que on a des idées, on a une vision, on y va. Mais d'arriver à laisser les autres prendre des décisions ou d'arriver à se détacher, c'est tout un défi.
Écoute, je peux pas faire autrement que de sauter sur l'ego parce que, effectivement, puis dans les modèles qu'on voit souvent, c'est le commentaire des dirigeants qui ont transformé leur organisation ou qui ont créé des entreprises plus axées sur la confiance, disent ça fonctionne pas si ton ego prend trop de place ou t'es gestionnaire. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est quoi l'ego, puis pourquoi on utilise mal notre ego comme dirigeant? Souvent parce que, tu sais, un entrepreneur, moi, je coach beaucoup de jeunes entrepreneurs. Un entrepreneur est là pour bâtir une entreprise. Il fait souvent pas ça pour l'argent. C'est pas notre motivation première. Un vrai entrepreneur, la motivation, c'est de créer quelque chose. L'argent est très, très secondaire. Et c'est sûr qu'être entrepreneur, il te faut un certain ego. Parce que ça fait partie de... T'as pas le choix. Des fois, pour avancer, il faut vraiment que tu travailles sur... Faut quand même que tu aies un ego assez fort pour être entrepreneur. Souvent, on va voir Elon Musk, on va voir d'autres grands entrepreneurs. Ça demande beaucoup comment je cherche le mot français, mais de drive là, pour être entrepreneur. Il faut de la passion. Puis l'ego, elle vient avec. Tous les entrepreneurs que je connais, ils ont un ego. Donc, et pour avoir du succès, c'est toujours basé sur une équipe. Puis, il faut mettre l'équipe d'abord. Et il faut accepter que l'équipe est plus forte. Puis, il faut accepter aussi qu'on n'est pas bon dans tout. Donc, il faut aller chercher du monde plus fort que soi-même. C'est ça, un bon entrepreneur, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi. Donc, c'est là-dessus que tu travailles beaucoup sur ton ego. Mais ça, donc, c'est pas toujours facile de laisser aller les décisions. Il faut beaucoup travailler sur soi-même. Moi, ce que je dis de l'ego, c'est essentiel, l'ego. Hein. Ça fait partie de nous. Puis pour performer, ça prend de l'ego. Puis pour réussir, ça prend c'est de l'ego. pas mal. Mais par contre, quand l'ego, les deux mains sur le volant, puis qui conduit la voiture, il prend peut-être trop de place. Fait que des fois... Moi, ce que je dis, c'est l'ego, il demeure là, mais tu peux l'envoyer sur la banquette arrière, puis tu peux le regarder de par ton rétroviseur. Mais il est encore là, l'ego. Mais c'est juste que tu le regardes au lieu de qu'il prenne la place sur le vent puis conduise. Y a-tu des moments où tu dis, OK, là, j'aurais comme envie de me manifester, mais je dois prendre... je dois prendre un recul. Oui, des fois, on est passionné. Moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat, je suis passionné de mon entreprise. Donc, des fois, cette passion-là, il ne faut pas qu'elle vienne écraser ce que un peu la passion des autres ou comment ils veulent faire avancer les choses. Puis des fois, tu te regardes aller, tu te dis, oh mon Dieu, ça ne va pas dans la bonne direction, il va rentrer dans le mur. Des fois, tu t'aperçois, il n'est pas rentré dans le mur, ça a bien été. Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Donc, c'est là qu'il faut que tu deviennes plus un coach. Orienté, mais laisser aller les gens. C'est là qu'ils deviennent de plus en plus forts. C'est là qu'ils vont t'amener même ailleurs, qu'ils vont même te tirer dans la bonne direction. Donc, c'est vrai, il faut se parler. Des fois, il faut dire, respirer, prendre un petit recul, puis repenser à son modèle de pourquoi je le fais. Donc, parce que c'est facile de tout diriger, c'est à gauche, à droite. Donc, en temps de crise, penses-tu que ce modèle-là, en fait, là, vous avez vécu, j'imagine, comme tout le monde, le confinement, puis la crise sanitaire. Est-ce que le modèle a perduré? C'est-à-dire, dans la façon que vous avez géré les premières semaines, est-ce que ça s'est fait dans ce modèle holacratique-là ou là, Eric qui a pris plus de place puis il a dit, OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Est-ce qu'en gestion de crise, ton modèle tient? Oui. On était préparé à la crise, vu qu'on est en santé et sécurité, on n'a pas trop le choix. On gère des risques. Oui. Donc, on avait un plan de continuité des affaires. Donc, j'ai réuni, il y a un comité, une équipe de travail de plan de continuité des affaires qui s'est réunie. Puis on a déclaré la pandémie avec le gouvernement nous envoie en confinement. Fait que nous, on est allés en confinement une semaine avec le gouvernement envoie tout le monde. Okay. Oui, parce qu'on savait que ça s'en venait. On voyait la graduation des prises de décision gouvernementales, parce qu'ils ne peuvent pas imposer le confinement du jour au lendemain. Ils commençaient à resserrer un peu certaines choses. Donc, nous, on s'est dit, ça s'en vient, on va se mettre tout de suite en plan de continuité d'affaires, on va être déjà prêt. Il y a le comité à gérer la crise. Donc, on a déclaré le plan de relève, qu'on appelle. Puis, on a envoyé les gens chez eux. Même, ils sont partis avec un paquet de trucs, des meubles, des bureaux. C'est tout fait dans un week-end. Puis, le modèle, vraiment, le modèle de l'holacratie nous a aidé beaucoup.
Parce que les gens sont très autonomes, très auto-organisés. Ça m'a demandé beaucoup, c'était, pas le choix d'un temps de crise, c'est de rassurer les gens. Ça m'a pas mal épuisé dans les dernières semaines, de rassurer les gens que la compagnie s'en va dans la bonne direction. Oui, les ventes sont retardées, mais on ne les a pas perdues. Et de rassurer, oui, vous avez encore du travail. Oui, on travaille ensemble dans la même direction. Donc, c'était plus, j'ai plus agi dans le rôle de communicateur. Donc, tu disais, je suis un gardien de la mission, mais tu es aussi un gardien de la culture, parce que avec ce modèle-là, mais un gardien aussi du bien-être des employés, j'imagine. Parce que ton rôle a été de rassurer les troupes. Rassurer les troupes. Tu viens d'installer à la maison, parce que nous, on s'assure, parce qu'on a beaucoup de gens en télétravail. Donc, on a une politique d'économie assez sévère, parce qu'on est en santé et sécurité, on n'a pas le choix, on ne veut pas de troubles musculo-squelettiques. Donc, de s'assurer, est-ce que tu as un bon bureau? Est-ce que tu as un endroit isolé? Est-ce que tu respectes la politique d'ergonomie? Est-ce que tu gères ton temps correctement? Parce que là, il était pris avec des enfants. Donc, comment on va gérer ceux qui sont avec des jeunes enfants, qui doivent faire leur travail? C'est un peu... ça a demandé beaucoup de coaching, beaucoup d'aménagement pour les gens. Donc, si tu ne peux pas travailler le matin parce que les enfants sont trop bruyants, travaille l'après-midi, le soir, reprends ton temps. Parce qu'ici, ils ont une flexibilité d'horaire. Ils peuvent travailler quand ils veulent. Ils l'avaient déjà. Ils l'avaient déjà. Donc, pour eux, ça n'a pas été un grand changement. Qu'on soit au bureau ou ici, il n'y a pas eu de changement. On n'a pas eu de baisse de production. OK, ça a bien, ça c'est bien. Je côtoie beaucoup de gestionnaires au niveau des ressources humaines. Cette fonction-là a été quand même très sollicitée. Ils ont joué beaucoup ce rôle de rassurer les troupes. Je disais que vous n'avez pas de département, vous n'avez pas personne au niveau des ressources humaines ici. Fait que j'imagine que ça a été un peu toi qui as joué ce rôle-là. Moi, puis le squad de relais. Donc, oui, c'est un peu tout le monde. Donc, il y a un leader par cohorte. Les leaders de cohorte devaient rassurer leurs gens. Puis, l'équipe de ce qu'on appelle de marque employeur, qu'on pourrait appeler les ressources humaines, même si ça n'existe pas. Là. Donc, eux avaient un rôle quand même de communication, d'écoute. Parce que ce qu'on voulait, c'est écouter. Bon, ceux qui sont célibataires, qui sont chez eux à la maison depuis 3 mois, ils ont des fois des petits problèmes, il faut qu'ils parlent. Parce qu'ici, chacun de nos collaborateurs, on n'appelle pas ça un employé, a un conseiller de carrière, donc un coach attitré à elle. Donc, c'est vraiment les conseillers de carrière qui étaient vraiment plus sur à travailler sur le savoir-être, qui étaient à la maison isolés. Comment ça va? As-tu besoin de quelque chose? Comme là, on avait eu des nouveaux employés qui arrivaient de France, qui étaient confinés pendant 14 jours. Donc, s'assurez-vous de la nourriture? Avez-vous... tout va bien? As-tu des questions? Donc, beaucoup de contacts plus humains sur le savoir-être que sur le savoir-faire et le boulot. Donc, c'est beaucoup ça qu'on a mis en place. Tu disais tout à l'heure, puis je voulais pas aller tout de suite là, mais tu disais tout à l'heure que, bon, en intégrant le modèle, c'est sûr que ça a fait réagir des gens. Il y en a qui étaient ici depuis une trentaine d'années, tout ça. Dans la transformation, il n'y a pas une transformation qui se fait sans bousculer ou sans amener de la turbulence ou sans gestion du changement. Comment ça s'est passé, justement, de passer d'un modèle plus traditionnel, conventionnel de l'ancienne garde à aujourd'hui, avec le modèle que tu t'apprêtes à mettre entièrement en place, est-ce que, en termes, autant au niveau des gestionnaires, parce que j'imagine qu'il y avait une structure avec des rôles plus de directeur, bon, je ne sais pas trop toute la structure qui était présente, mais est-ce que les gestionnaires ont réagi? Parce que les employés ont réagi aussi? Les gestionnaires perdaient du pouvoir. J'ai toujours été confortable dans une espèce de rôle un peu flou. J'ai autant vu des gens qui ont fait que « wow, make sense, ça va être super, le fun de faire ça ». Autant qu'il y a des gens qui étaient peut-être un peu plus réticents à prime abord, beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a besoin d'être de plus dans le contrôle pour gérer soit ta propre anxiété. Tu es un peu dans le déni de énergiser le rôle de tes collaborateurs dans ton équipe. C'est pas évident là, de donner le témoin. Prends-le. Pire, il va y avoir des erreurs qui vont arriver, puis tu vas être capable de vivre ça en tant que gestionnaire. En règle générale, les employés sont assez contents. La chose, je pense, qui fait le plus peur, est-ce que j'ai plus ou moins de responsabilités? Ça, c'est le bout qui n'est pas clair. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire des choses un peu ironiques, comme bon, une autre affaire. Moi, je dis toujours, tout le monde est leader dans l'organisation. Un leader, ça ne veut pas dire que tu diriges des gens. Donc, tu peux être leader parce que tu maîtrises une technologie. Tu peux être leader parce que tu s'occupes du code sur plat. Donc, on a enseigné beaucoup le leadership. Puis les gens, au départ,
Ah, mais c'est quoi mon rôle? Là? C'est quoi mon titre? Là? J'ai besoin d'un titre. Là. Je suis directeur, je suis chef de projet. Non, c'est pas un titre là, qu'on parle, c'est un rôle. Tu vas développer ton leadership, mais ça ne veut pas dire que tu vas diriger des gens, parce qu'on ne dirige pas des gens ici. On est autogéré. Donc, on a mis beaucoup d'emphase sur apprendre le leadership et devenir un leader dans son domaine de prédilection. Le leadership, c'est pas diriger des gens. C'est ça qu'on a beaucoup enseigné. Puis même les anciens gestionnaires qui étaient superviseurs, ça demandait beaucoup de coaching. Beaucoup de dire maintenant, tu es un leader, tu n'es pas un superviseur. Donc, c'est l'enjeu Ça n'a pas été facile. C'est parce que c'est toute une question d'ego, puis ma famille pense quoi? J'étais directeur, là, maintenant je suis rendu programmeur, parce que c'est mon rôle. L'ego. Ouais, c'est ça. Mais là, maintenant, je pense que là, la sauce est en train de prendre. Ils comprennent c'est quoi le leadership, qui peuvent influencer les gens de par soit leur capacité technique, technologique ou autre. Ça n'a pas été facile, je dirais, surtout les gestionnaires, ceux-là qui ont besoin d'avoir un titre sur leur carte d'affaires. Ouais. Puis en même temps, tu as dit quelque chose tantôt, je te demandais les anciens employés, les nouveaux, la compréhension des rôles, mais tu me faisais réaliser que, dans le fond, les paradigmes qu'on a, c'est pas juste dans notre vie, dans une seule organisation, mais c'est tous ceux qu'on s'est créés tout au long de notre parcours de vie. Donc, on est habitué d'avoir un titre, on pense depuis qu'on a 15 ans qu'on va être un directeur. Un directeur de projet. Et que ça part de loin. Oui, ça part de loin. Ça part de loin. Est-ce que tu t'attendais à une réaction? Est-ce que c'était prévu à ton avis? Est-ce que tu avais anticipé cette réaction-là? Tu étais prêt à... Oui, je l'avais anticipé, peut-être pas autant que ça l'a été. Là. Donc, ça a été plus plus intense que je pensais. J'avais sous-estimé, comme je parlais tout à l'heure, les rôles, l'importance des gens dans un titre, parce que moi, je suis entrepreneur, un titre, ça m'importe peu. C'est comme, moi, j'ai jamais voulu être directeur, j'ai été entrepreneur. Donc, un titre, pour moi, c'était pas important. Mais je me suis aperçu que pour beaucoup de gens, c'est important. Ou même je suis chef de projet ingénieur sa carte d'affaires. Moi, je comprends pas ça. Fait qu'il a fallu que je me mette dans leur peau. OK, il veut être chef de projet. OK, on va mettre chef de projet sur ta carte, mais tu ne seras pas superviseur à l'intérieur de l'entreprise. Ça va être face au client. Parce que face au client, il faut quand même un titre. Parce que le client, par extension, il n'est peut-être pas prêt à comprendre le modèle aussi. Puis, non, c'est ça. C'est plus la régie interne. On a l'air un peu des fois des extraterrestres. Là, donc, c'est ça. Fait que, et puis surtout, on a des clients des très grandes entreprises. On a des multinationales comme clients, puis des vice-présidents. Oui, parce que tu as affaire avec Rio Tinto, avec Saputo, tout ça. Donc, ça demande quand même, c'est vraiment des multinationales pyramidales. Donc, il faut quand même, nous, une pyramide de titres pour le face aux clients. Mais en interne, on n'a pas de pyramide. Donc, c'est vraiment un organisme vivant. Donc, mais c'est ça, j'avais sous-estimé l'aspect titre et l'aspect c'est l'ego, finalement. C'est toujours l'ego. C'est un peu ça. Puis, là, tu disais, je m'étais donné 4 ans, on a 3 ans de fête. Après combien de temps tu as pu voir des résultats positifs ou des commentaires plus, je n'ose pas dire positifs, mais des commentaires plus ouverts? Le bénéfice principal que je vois, c'est l'intelligence collective. Tu peux vraiment créer des équipes multidisciplinaires, parler d'une problématique. Les gens vont être capables d'exécuter dans leur rôle. Tu es capable de présumer que cette personne-là va gérer elle-même sa charge de travail et ses relations avec les autres collaborateurs. Ça a dû prendre environ 1 an. OK, quand même. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, il faut établir la confiance. Parce qu'ils comprennent, tu dis ta motivation, mais les gens, ils t'écoutent. Ils vont regarder tes actions. C'est ça, le temps d'être dans l'action puis de démontrer les avantages puis qu'est-ce que ça va apporter à chacun. Donc, puis là, c'est là. Puis là, dernièrement, peut-être on va vous l'annoncer en primeur, parce que là, on amène le modèle encore plus loin. L'ensemble des collaborateurs vont devenir actionnaires de l'entreprise. Oh, OK. Par une coopérative de travailleurs actionnaires. C'est le modèle qu'on a trouvé. Ça, c'est encore innovateur parce que ils vont investir de l'argent
dans l'entreprise, dans une coopérative qui va acheter des actions. Ça va dans notre modèle d'holacratie, parce qu'on veut partager de la richesse aussi, puis qu'ils deviennent tous des petits entrepreneurs. Donc, c'est ça que ça leur apporte. Là. Ça leur apporte. Quand ils ont compris qu'il y avait beaucoup de flexibilité, d'autonomie, beaucoup de vacances, bon, je peux prendre mon vendredi après-midi, je vais voir le médecin, je n'ai pas besoin de prendre une vacance, je ne demande pas d'autorisation. Il y en a encore qui le font. Là, je leur dis, ben, tu ne me demandes pas l'autorisation. Tu m'informes, c'est correct, parce que si je te cherche, j'ai besoin de ton aide. Mais il ne faut pas que tu me demandes l'autorisation. Tu y vas, tu fais tes trucs, tu es autonome. Bien, c'est le fun, la coopérative, parce que normalement, puis il y a une mauvaise image face à la coopérative parce qu'on l'utilise en temps de redressement dans l'organisation. Puis de plus en plus, les joueurs, les acteurs qui sont dans le domaine des coopératives poussent ces modèles-là vers des entreprises qui sont performantes dans une optique d'intégrer puis de retenir les employés. Puis c'est un avantage supplémentaire. C'est un peu comme un affranchissement. Ils deviennent actionnaires de l'organisation. Est-ce que tout le monde en fait partie ou c'est par choix? Plus de 90% autour, 90%. Qui ont accepté de... Oui, okay. on a eu un score extrêmement élevé. C'est bon, parce qu'ils croient beaucoup. Ils croient beaucoup. Ben, ils croient beaucoup parce que ça allait dans le modèle de l'holacratie. Donc, là, ils participent vraiment à la croissance. Puis moi, un de mes objectifs, c'est de créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est créer de la richesse, mais pour tout le monde, pas seulement pour moi-même, ma famille. Donc, ça fait partie de notre modèle de partage, puis c'est vraiment d'autonomie, puis d'avoir du succès ensemble. Tu n'as pas été un entrepreneur, le succès ne vient pas de toi-même, il vient de ton groupe. Moi, je suis un chef d'orchestre, je suis un coach, donc c'est eux qui font c'est eux qui sont face aux clients, c'est eux qui réparent les bugs, c'est eux qui développent le logiciel. Je ne peux pas tout faire ça tout seul. Donc, de partager ça. Puis, pourquoi ils ont vraiment embarqué dans la CTA, c'est dû au modèle d'affaires. Si j'avais eu un modèle traditionnel, je ne crois pas que j'aurais eu autant de gens prêts à s'impliquer, d'embarquer dans l'histoire, parce qu'ils mettent leur argent dans l'entreprise. C'est comment je pourrais dire, c'est un engagement important de chacune des personnes. Est-ce que les salaires sont gérés par équipe comme ça aussi? Est-ce que ça va jusqu'à montrer les salaires puis la décision face au salaire, ou ça, c'est une tâche? Ça, c'est une équipe de travail, un squad de rémunération. On n'est pas encore assez mature. Peut-être qu'un jour, on va y aller. C'est très sensible parce que là, les gens... Là, on a une grille salariale. Fait quand on regarde les salaires, il y a tout le temps 2 personnes qui utilisent une grille pour être le moins... donc, le plus objectif possible sur les salaires. Donc, utilise la grille. C'est une équipe de travail autonome qui gère la grille, qui passe les gens dans la grille. Mais on ne diffuse pas encore les salaires. Je pense qu'on va y arriver un jour. C'est comme je ne sais pas si c'est comme toujours la dernière étape. Oui, c'est ça. Là, on monte nos états financiers. Ils savent s'ils font de l'argent. Ça, c'était dur. Là. Je vais peut-être revenir là-dessus. Mais tu sais, là, il y a une équipe déjà là de donner ça à des gens qui gèrent la grille. Je pense qu'un jour, on va y arriver. Puis là, on parlait l'autre jour des vacances illimitées. Ça, c'est un autre concept qu'on va voir avec notre niveau de maturité d'entreprise. Puis, ce qui a été difficile, pas pour moi, de finalement démontrer les états financiers de l'entreprise, parce qu'en même temps que la transformation de l'holacratie, on a transformé notre entreprise en compagnie de logiciels, parce qu'avant, c'était une compagnie de services. Et après ça, on l'a transformé en compagnie de cloud. Okay. Parce qu'avant, on vendait des licences. Donc, on vendait, exemple, une licence 100 000 $, on encaissait le 100 000, sur son compte de banque. Puis le client était propriétaire de la licence et payait une maintenance. Là, on l'a transformé en modèle SaaS, donc on loue notre logiciel. Donc, il y a moins d'entrée d'argent dans les coffres, mais sur le plus long terme. Donc, ça assure la pérennité d'entreprise. C'est une transformation d'affaires qu'on a faite également. Puis, ça a été, au niveau de la trésorerie, ça a été un gros challenge. Pendant 2 ans, on était déficitaire, on perdait de l'argent parce que c'était une décision qu'on a prise pour transformer notre modèle d'affaires. Puis, on était en même temps dans la transformation de l'holacratie. Et j'ai commencé à parler des problèmes financiers de l'entreprise, des problèmes de trésorerie. Il y a eu 2 mois. Pendant 2 mois, moi et mes associés, il a fallu qu'on mette de notre argent personnel dans l'entreprise. Puis on leur a dit. Okay.
pour que la paye passe la semaine prochaine, on vient de mettre 50 000. Là, les yeux nous regardaient, la compagnie va fermer, on va faire faillite. Fait que, tu sais, ça demande, on était ultra transparent, puis on l'est encore aujourd'hui. On va dire encore au niveau des salaires. Puis aujourd'hui, ils savent si ça va bien ou ça va moins bien. Il faut qu'on présente nos états financiers, on présente notre trésorerie. Puis pour des gens qui étaient un peu plus nerveux au niveau des finances, il y en a qui ont quitté. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens, ils comprennent qu'une entreprise, pendant des années, ça va bien. Après, ça, des petits défis. C'est des montagnes russes, une entreprise. Ça ne peut pas être tout le temps là. Parce que tu dois transformer ton modèle, tu dois investir, donc tu fais moins de profit. Donc ça, on a cette transparence-là, on a apporté beaucoup là, pour justement que les gens là, comprennent l'entreprise puis comprennent c'est quoi le rôle de l'entreprise. Il faut qu'ils s'habituent aussi à cette transparence-là. Ça peut être insécurisant. C'est insécurisant, la transparence. Oui, ça va être parce qu'une compagnie, ça ne va pas toujours bien. Ouais. Une compagnie a des défis. C'est normal. Le marché se transforme, Fait que la transparence, ça l'insécurise beaucoup. J'entends que la transparence, on dit pas mal tout ce qu'on on dit, comme disent les Français, brut de fonderie. Voici l'information brute. On va s'expliquer pourquoi maintenant. Puis là, c'est de créer de la confiance à travers ça. Puis, à un moment donné, ça se crée. Puis, OK, ils sont en net avec nous. Puis, sans transparence, il n'y a pas de confiance. Donc, tu sais, c'est un peu ça qu'on... Puis l'holacratie, la base de tout ça, c'est la transparence, c'est la confiance. Ouais. Donc, c'est les échanges. Donc, mais des fois, ça n'a pas été toujours facile. Être transparent, ultra transparent, de dire les vraies choses, c'est pas toujours facile. Des fois, comme on parlait tout à l'heure, c'est de laisser son ego sur la table. À Chicoutimi, est-ce qu'il y a des entreprises avec des modèles soit libérés ou un peu comme ici? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est... Il y en a une autre en technologie qui est plus le modèle de l'entreprise libérée. En étant transparent, on va l'être. Toujours transparent. À Saguenay, il y a quand même une culture différente. Okay? Moi, je travaille à Montréal, à Munich, aux États-Unis. C'est quand même une région, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent d'ici. Serge Godin, qui ont créé des grandes entreprises, mais qui ont quitté. Dans la région, c'est quand même assez collu. Okay? C'est des travailleurs d'usine. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était disons, un défi supplémentaire d'amener un modèle comme ça de transparence et non pas d'affrontement, puis de partage. Fait que ça, c'est un point que j'avais peut-être sous-estimé. Les modèles d'holacratie dans la région, ça va être peut-être avec les nouvelles entreprises, les gens, mais c'est plus difficile avec certaines autres entreprises. Ils ont moins de vision sur l'holacratie ou l'agilité d'entreprise. C'est culturel, parce que chacune des régions, c'est assez dans sa culture. Il y a des régions plus entrepreneuriales. C'est pas pour rien que l'holacratie en Californie est beaucoup plus populaire, parce que c'est très entrepreneurial. Ouais. Puis c'est très TI aussi. C'est très technologique. C'est sûr que c'est plus facile d'être en mode autogestion dans une entreprise technologique que par exemple, dans une usine. Mais c'est un peu le fondement de nos entreprises. Donc, fait que ça a été. Est-ce que tu recommanderais ou est-ce que tu crois que ce modèle-là peut s'intégrer dans la mesure où le dirigeant le souhaite, là, dans tout type d'entreprise? Moi, je pense que oui. J'ai une entreprise manufacturière à qui je discute dans mon groupe d'holacratie. Ils sont vraiment dans le secteur manufacturier. Ils fabriquent des vêtements. C'est assez facile. Il y en a un qui est dans le secteur du retail. J'ai tout le temps des mots anglais. Distribution. Distribution. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite variante à y apporter. Parce que si tu as des heures d'ouverture, il faut que les employés soient là. S'ils décident de ne pas venir travailler, il y a un petit problème. Là. Mais tu sais, le but, eux vont travailler beaucoup sur la prise de décision immédiate. Donc, beaucoup sur la prise de décision le plus près du problème. Le problème de machinerie, l'employé va être autonome à prendre la décision de comment repérer le problème. Un peu du Kaizen ou un truc comme ça. Mais fait que oui, ça peut se déployer dans d'autres types d'entreprises. Mais on ne se cachera pas, je pense que c'est plus facile en technologie. Si tu avais un conseil à donner à un dirigeant qui souhaite transformer son organisation vers un modèle holacratique, ça serait lequel? De se questionner si vraiment
de se questionner c'est quoi le fondement de pourquoi il veut le faire. S'il veut le faire pour être cool, ou travailler son image, il faut vraiment que tu trouves ta motivation de le faire. Puis ça doit être... c'est vraiment... Il faut vraiment que tu sois prêt à laisser aller du pouvoir et de laisser aller ton ego. Si tu n'es pas prêt à ça, je pense que tu vas frapper un mur. Si tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Pourquoi tu le fais? Alors moi, à la base, au départ, c'est parce que j'étais fatigué de faire du micromanagement. Là, je lui ai dit, je vais m'entourer de monde qui vont prendre des décisions à ma place. Donc, je vais pouvoir partir en vacances. Est-ce que tu pars plus en vacances? Ben oui, l'année passée, je suis parti 3 semaines et demie en Namibie sans téléphone. OK. Puis la compagnie a roulé toute seule. Pour un entrepreneur, avoir une vision claire, savoir où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on le fait, puis onboarder tes employés le plus tôt possible en leur livrant de la valeur, parce que si eux, il n'y a rien de plus pour eux, ben, ça ne fonctionnera pas. Ça me permet de centrer sur les trucs stratégiques d'entreprise. Mais au départ, c'était ça. Mais après ça, ma motivation, c'était vraiment c'est de créer des leaders, c'est de créer des... Puis là, on veut se lancer, on veut même devenir un incubateur d'entreprise ici. Fait qu'on... Pour des entreprises régionales ou pour... Ouais, régionales ou même des employés ici ou des collaborateurs qui voudraient se lancer en affaires. OK, comme faire de l'intrapreneuriat. Ah oui, en plein ça. On en a un d'ailleurs que lui, il a lancé son entreprise. Il est dans l'incubateur ici à Chicoutimi. Fait qu'il travaille ici le jour, puis il va mettre du temps dans son entreprise le soir, le week-end. Fait qu'on accepte cette chose-là. Puis en même temps, c'était comme un petit laboratoire. Je veux le faire une fois. Fait que c'est amusant aussi de voir c'est amusant, cet écosystème-là se créer, puis de voir les acteurs s'ajuster, s'adapter. J'aime ça être un coach. C'est une passion. Je suis coach d'entrepreneur. Je fais du mentorat aussi dans le réseau M. Donc j'aime beaucoup coacher, voir les jeunes entrepreneurs, tous les défis qu'ils ont, de partager à ce niveau-là. Là, on a j'en ai deux en coaching qui vont mettre en place un modèle d'holacratie. Puis des fois, il y en a qui le font sans le savoir. On n'est pas obligé de mettre un mot sur un modèle. On s'amuse à mettre un mot. Là, mais moi, c'était ça qui me motivait. C'est développer du leadership, du coaching, développer d'autres entreprises, puis développer de la richesse. Moi, je retiens l'ego. Puis la confiance. Puis c'est deux choses qui ressortent dans tous les modèles d'entreprise que j'ai interviewés. Je retiens aussi la gestion du changement, ne pas prendre pour acquis. Des fois, c'est que l'humain oui, parce que des fois tu te dis hey, c'est tellement cool le modèle de l'holacratie, ils vont tout embarquer là-dedans facile. On a rien que les expliquer, puis on est parti. Non, pas de même que ça marche. Parce que chacun a sa vision, chacun a ses perceptions. Donc, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi il n'embarque pas dans le modèle. Bien, je pense, puis moi, ce que je réalise, c'est qu'il faut que tu arrives à comprendre les paradigmes antérieurs de toute une vie de chacune des personnes. Fait que c'est beaucoup de paires de lunettes à amincer. Ouais. Le verre est quand même assez épais. Là. Fait que moi, je repars avec ça là, de notre entrevue. Puis qu'est-ce qu'on souhaite pour Conformite les prochaines années? Bon, on souhaite du plaisir, on souhaite du bonheur, parce que c'est de nos valeurs. On ne souhaite pas, on veut de la croissance. On met beaucoup d'emphase sur la croissance parce qu'on veut avoir un impact positif sur la société. Donc, vraiment, vraiment réaliser notre mission de sauver des vies. On en sauve des vies à chaque jour. On a vraiment l'impression d'en sauver, puis on en sauve. Et c'est vraiment du plaisir, puis que cette entreprise-là puisse vivre encore. Elle existe depuis 1986, qu'elle peut vivre 40, 50 ans. Parce que l'entreprise, il faut qu'elle puisse survivre aux entrepreneurs. Donc ça, c'est important. Mais on veut du bonheur, puis on veut du fun. Je regrette pas du tout les anciens modèles, on va dire. Et maintenant, j'en viens à me demander, en fait, comment c'est possible qu'il y ait encore des entreprises qui fonctionnent comme ça, vraiment. Dans la vie de tous les jours, c'est vraiment que du plus. On sent que c'est un environnement qui est propice à avoir du fun. Là. C'est très senti. Là. En tout cas, moi, je peux le confirmer. Merci. En étant ici pas trop longtemps, là, mais ouais. Ben, je vous en souhaite plein de fun, plein de bonheur. Parfait, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup de ton temps aussi en ce vendredi après-midi. Merci, ça fait plaisir. Ça a été un grand plaisir de partager avec toi. Parfait, super. J'espère que cette transformation t'a inspiré autant que moi. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement parce que tu as aimé cette vidéo. Alors, si tu veux me faire plaisir, donne-moi tes commentaires et parle du Culture Club à ton entourage.
Tu peux également faire partie de ma communauté en allant au www.lecultureclub.ca et en cliquant sur l'infolettre.